Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. Avant que ça commence et que je vous raconte les histoires, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Sachez une chose, si vous vous abonnez pas à la chaîne, il va vous arriver un drame avant la fin de l'année. On est déjà au mois de septembre, quasiment fini même. C'est-à-dire qu'au pire des cas, vous allez vous cogner le petit orteil dans le pied du lit. Et ça, on sait tous que c'est dramatique, d'accord? Donc abonnez-vous, faites pas les fous, abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai deux histoires à vous raconter. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière est folle et elle se finit, vous verrez. On commence cette vidéo avec l'histoire de Candice. À l'époque où cette histoire est arrivée, elle avait 7 ans et elle explique qu'elle est toujours traumatisée de cette expérience, même des années plus tard. Donc elle vivait seule dans une maison avec un étage. Donc il y avait les chambres qui étaient à l'étage et tout le reste au rez-de-chaussée. Vous connaissez les petites maisons comme ça. Et elle précise également que toute sa famille habite à plusieurs kilomètres de chez eux. Prenez cette information si vous en avez envie, car elle est d'aucune utilité dans l'histoire. Mais elle l'a dit, donc je le mets. Et un jour, ou plutôt une nuit, Candice va se réveiller aux alentours de minuit avec une énorme envie de cèpe. On connaît tous cette sensation où tu te réveilles à minuit, t'as pas pissé avant d'aller faire dodo et c'est le moment où voilà, ça te réveille et il faut y aller. Elle descend alors les escaliers qui mènent jusqu'à la cuisine et de la cuisine, elle a deux options, c'est soit direction la porte d'entrée, soit direction la salle de bain dans lesquelles se trouvent les toilettes. Dans laquelle se trouvent les toilettes, c'est mieux quand même de parler français. Elle passe donc devant la porte d'entrée, donc elle la voit un petit peu du coin de l'œil, elle est obligée de passer devant pour accéder à la salle de bain et à ce moment-là, elle entend un bruit qui provient de la porte d'entrée justement. Donc elle va se figer, et elle va commencer à regarder dans la direction de la porte, avec forcément un peu de stress qui monte, il est minuit, t'as 7 ans, ta maman dort, il y a personne d'autre en bas. Et là, voilà chose que personne n'a envie de voir en pleine nuit quand t'es seul comme ça au rez-de-chaussée de ta maison, c'est la poignée de la porte qui se met à bouger. Alors sur le coup, elle est complètement tétanisée, elle peut même plus bouger, elle sait pas quoi faire. Elle a 7 ans les gars, je vous rappelle. Hein. Et d'un coup, la peur, l'adrénaline, ça monte en elle et elle tape un énorme sprint dans l'escalier jusqu'à la chambre de sa mère. Alors sur le moment, sa mère va lui dire qu'elle a dû faire un cauchemar, elle a la flemme de se lever, on connaît tous. Elle lui dit écoute, t'as dû faire un cauchemar, va te recoucher, ça va aller, c'est rien, y a personne. Sauf que Candice, elle insiste, elle dit non maman, je suis bel et bien réveillée, j'ai bien vu la poignée de la porte d'entrée qui bougeait. Donc sa mère voit qu'elle insiste énormément et qu'elle a très peur, elle dit écoute, je vais descendre avec toi, je vais te prouver qu'il y a rien du tout et tu vas pouvoir te recoucher tranquillement. Et on passera une bonne nuit. Elles descendent donc toutes les deux les escaliers, elles arrivent en bas, donc face à la porte d'entrée, et sa mère s'apprête à lui dire « Tu vois, il n'y a rien ». Et au moment où elle va commencer à parler, les clés qui sont sur la serrure de la porte tombent par terre. Et la porte s'ouvre tout doucement. Candice, elle a juste eu le temps de voir ce qui se passait et d'apercevoir la personne qui était là avant que sa mère se mette devant elle pour la protéger immédiatement. Et il s'agissait de l'ex-conjoint de sa maman. Le mec est complètement déchiré, il tient à peine debout et ce qu'il commence à raconter c'est complètement incompréhensible, personne comprend ce qu'il dit, t'es raide mec, t'es mort là-haut. Et je vous rappelle que Candice elle a 7 ans, ça fait 4 fois que je le dis donc vous êtes au courant, et elle, ce passage de vie la terrifie, c'est une scène vraiment qu'elle avait pas envie de voir, elle trouve ça horrifiant. La mère de Candice lui crie de partir se cacher dans sa chambre à l'étage, chose que Candice va faire immédiatement, elle va taper un énorme sprint, elle va courir dans sa chambre et se planquer sous sa couette. Et de là, pendant une dizaine de minutes qui vont lui paraître une éternité, elle va entendre des cris en bas sans réellement comprendre ce qu'ils se disent, mais elle entend que ça gueule, jusqu'au moment où elle va entendre un énorme boum et un long silence derrière qui la terrifie encore plus. À ce moment-là, elle est sous sa couette dans son lit en pleurs et elle entend quelqu'un qui monte discrètement les escaliers. La porte de sa chambre commence à s'ouvrir et elle sent sur son lit une masse qui s'affaisse juste à côté d'elle. Et elle entend une voix qui lui dit « Tout va bien, c'est fini ». Heureusement pour Candice, c'est la voix de sa mère, donc elle va sortir de la couette, sa mère va lui faire un énorme câlin, vraiment en mode film américain, et bien évidemment Candice dormira pas toute seule cette nuit-là, ni la nuit d'après, ni celle d'encore d'après, pendant plusieurs semaines elle va dormir avec sa mère parce qu'elle est choquée de ce qui vient de se passer. À savoir que son ex-mari avait réussi à se faire un double des clés en volant une clé déjà chez eux une fois où il était venu, et du coup il pouvait venir dans la maison quand il avait envie. Et ça c'est horrible aussi, tu sais après que voilà, le mec, ça se trouve il était là tout le temps et il le savait même pas, genre la nuit il rentrait, il dormait dans le canapé, il se levait le matin avant le lever du jour, tu sais pas. Le lendemain matin, Candice se réveille, elle ose pas trop reparler de ce qui s'est passé la veille avec sa mère, elle est encore sous le choc, donc voilà, fait un peu abstraction de ça en étant encore dans un état un peu de stress. Et au moment où elle va partir à l'école, elle ouvre la porte d'entrée et elle se rend compte que par terre, devant la porte d'entrée, à l'extérieur de la maison, il y a une toute petite tache de sang. Vraiment une toute petite tache de sang, mais elle va demander à sa mère quand même, en voyant le sang,
qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que là, du coup, elle est plus dans l'inquiétude de sa mère, elle veut savoir pourquoi il y a du sang, est-ce que lui a frappé sa mère? Enfin, je pense que c'est ce qu'elle se dit en voyant le sang, elle se dit, putain, mais il y a eu quelqu'un de blessé, est-ce que c'est maman? Sa mère va alors lui expliquer que pendant l'embrouille, son ex l'a poussé, et elle, forcément, s'est pas laissé faire, elle l'a repoussé en échange, il était tellement défoncé qu'il s'est cassé la gueule, il est tombé raide par terre, il s'est cogné, et du coup, il a un peu saigné. Et quand il était KO, il est tombé, il s'est pas relevé un stand, donc forcément, on en a profité pour fermer la porte et partir. Sauf que lui, il est plus là ce matin, parce qu'après avoir pris un petit KO, il s'est relevé, il a pris la route pour rentrer chez lui. Bien évidemment, il est complètement bourré, donc il est reparti à pied, c'est complètement faux. Il est reparti en moto. Il est reparti en moto. Sans permis et complètement bourré. Elle précise sur la fin de l'histoire que c'était loin d'être un exemple, cet homme. Déjà, quand tu fais ça, c'était pas du tout un exemple, t'es un sacré connard. Il a continué pendant un petit moment à les harceler jusqu'à un drame. C'est que cette personne-là s'est fait frapper par le karma, entraînant la mort de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il continue à rouler sans permis, complètement bourré, et un jour malheureusement il a percuté quelqu'un, il l'a tué et il s'est retrouvé en prison. Alors ça les rassure quand même de savoir que cet homme est en prison parce qu'au moins comme ça il n'y aura plus d'intrusion à l'improviste dans leur maison, donc ils vivent sereinement depuis malheureusement cet énorme drame qui a été commis derrière par un imbécile profond. Bref, c'était l'histoire de Candice, une histoire qui l'a traumatisée même des années plus tard. Elle en parle encore et elle lui pense encore. On avait vraiment l'impression de vivre un scénar de film américain, c'est vraiment fait pareil. La poignée qui bouge en pleine nuit, les clés qui tombent, la petite fille sous la couette, c'était ouf quoi. Elle a vécu un film d'horreur mais IRL. Passons tout de suite à l'histoire numéro 2. C'est l'histoire de Léa et Ambre. Léa, l'actrice principale du thread, et Ambre, sa meilleure amie. Et clairement, je pense qu'elle aurait pu, ou elles auraient pu mourir dans cette histoire. À l'époque, Léa, elle a 13 ans. Et elle est en train de faire sa rentrée dans son nouveau collège en 4e. Tout va bien. Elle a sa copine Ambre. La vie est belle, là, à 13 ans. La vita est belle, là. Donc Léa vit avec sa sœur et sa mère dans un quartier qui était plutôt mal réputé. Il y avait souvent des grosses descentes de flics pour des stupes, etc. Mais à côté de ça, elle explique que tous les gens sont gentils dans le quartier. Comme souvent dans tous les quartiers, les gars, faut arrêter les préjugés. Les gens sont cool en général. Hein. Plus de ça, quand ils vivent, il n'y a aucun problème interne. Elles s'entendent super bien avec leur voisinage, surtout avec le voisin du dessus, avec qui elles ont déjà mangé plusieurs fois, et c'est lui qui s'occupe de garder Léa et sa petite sœur quand la maman travaille. Elle explique qu'il était super gentil avec elle, franchement c'était un amour. Il y avait juste un seul petit problème, c'était son pote. Elle raconte que ça avait plutôt l'air d'être un camé qui venait ici pour prendre sa drogue, plutôt que d'être un véritable ami de ce voisin. Et il avait un comportement un peu louche, dans le sens où il était passionné par les crimes, déjà c'était hyper bizarre. Bah non, parce que moi aussi, moi je suis normal, hein, par contre, normalement. Mais bref, passionné par les crimes, toxicomane, alcoolique, un bon cocktail de choses... voilà, quoi. Vous avez compris. Donc elle dit que ce mec avait la trentaine et il passait son temps à complimenter Léa et sa petite sœur. Mec, t'as 30 ans, elles ont 13 ans. Déjà, c'est bizarre là, ça commence très mal ton histoire. Elle dit qu'il arrêtait pas de leur toucher les épaules, leur mettre la main sur les épaules, leur toucher les cheveux. Tu fais pas ça à des enfants de 13 ans, connard. Mais dit que le voisin, il semblait pas plus que ça dérangé par la situation. Même si la plupart du temps, il voyait pas ce qui se passait parce que ce mec agissait quand lui était dans la cuisine ou en train de faire complètement autre chose. Mais des fois, quand il le voyait faire, il le prenait la main dans le sac, il le remettait juste en place, il disait arrête tes conneries et terminé. Et voilà, puis après, il continuait ses affaires. Bref, ça l'inquiétait pas plus que ça en fait. Tout se passait plutôt bien. Le temps passe. Et on arrive au moment des fêtes de fin d'année. Donc Léa explique que c'est la dernière semaine de cours avant les vacances. Et en général, la dernière semaine de cours, c'est plutôt cool, ils font pas grand chose. En général, il y a des heures un peu en moins et c'est un peu la récréation. C'est quoi ton collège? Moi, quand j'étais au collège, on travaillait jusqu'au 23 décembre. T'avais des contrôles de maths. On n'avait pas une semaine avant, c'est la fête et tout là. On comprend pas ça. Mais bref, on est mardi et elle est censée finir à 17h. Sauf qu'aujourd'hui, elle a un trou dans son planning et elle finira à 16h. Chose qui arrive fréquemment. Elle va alors prévenir sa mère en lui disant maman, écoute, je finis à 16h. Je vais chez Ambre jusqu'à 17h comme d'habitude. Toujours rien d'inquiétant, sa mère est au courant, elles font ça très régulièrement. Tout se passe très bien, elles sont entre potes, elles s'amusent, elles s'éclatent, elles jouent aux cartes Pokémon, je sais pas ce qu'elles font, j'ai pas les indications sur leur hobby, ok? Mais le temps de rentrer chez elle approche, il est bientôt 17h, il va falloir prendre la route. Elles vont alors se préparer et commencer à marcher toutes les deux dans la rue, à savoir que Ambre l'accompagne toujours sur la moitié du chemin. Elles font moitié-moitié, car on est en hiver, à 17h, il fait nuit.
Elles arrivent au bout d'une des rues et Léa sent un mauvais feeling dans son dos. Vous savez, le mauvais pressentiment qu'on a tous déjà eu au moins une fois. Cette sensation d'avoir quelqu'un qui les suit. Mais après, c'est pas parce qu'il fait nuit qu'il est très tard, en vérité il est que 17h. C'est une rue qui est relativement passante, donc elle se rassure en se disant que de toute façon, il y a plein de gens qui passent ici à 17h, c'est pas dramatique en soi. Et puis pour éviter de faire peur à son amie Ambre, elle va pas lui dire je sais pas, chelou, je me sens bizarre comme si quelqu'un nous suivait. Non, elle dit rien et elle continue de marcher toutes les deux. Léa précise que depuis qu'elle est toute petite, elle a une sorte de tic, c'est-à-dire que lorsqu'elle sent un danger approcher d'elle, elle peut pas s'empêcher de composer le 17 sur son téléphone portable et d'être prête à appeler en cas de problème. Sauf que ce jour-là, elle le fera pas. C'est la seule fois où elle a pas dû le faire et la seule fois où elle aurait dû le faire. Et elle le fait pas tout simplement parce qu'elle est avec Ambre et elle se dit qu'à deux, elle craignent trop rien, quoi, ça passe. C'est mieux que toute seule. Les minutes passent et la marche commence à être de plus en plus longue. Elles ont une vingtaine, je crois, ou une trentaine de minutes à faire à pied. Et Ambre est toujours avec elle à ce moment-là. Elles vont entrer dans une rue qui est très très longue et qui est coupée par plein de petites ruelles non éclairées. Vous savez, les petites ruelles sombres sur les côtés. Elle continue d'avancer et Léa entend clairement que derrière elle, il y a des bruits de pas, vous savez, style des talons. C'est pas une résonance due à leurs chaussures à elle, étant donné qu'elles portent toutes les deux des baskets, donc elle se dit, il y a quelqu'un qui nous suit derrière, c'est sûr. Elle va alors regarder Ambre dans les yeux pour voir s'il y a un eyes contact qui va confirmer que elle aussi, elle entend les bruits de pas derrière. Et bingo, Ambre la regarde immédiatement et en un regard, elles se comprennent toutes les deux. Il y a quelqu'un qui les suit, peut-être pas méchamment, mais il y a quelqu'un qui les suit. Et à cet âge-là, ça te fait flipper. Elles ont alors toutes les deux le stress qui commence à monter, donc elles se mettent légèrement à accélérer le pas sans courir pour autant, c'est peut-être quelqu'un qui n'a rien demandé derrière. Sauf qu'au fur et à mesure où elles vont accélérer le pas, elles se rendent compte que les bruits de talons derrière elles vont s'accélérer aussi petit à petit. Elles vont alors tourner dans une de ces petites ruelles sombres qui vont les rallonger, mais c'est pas grave, elles veulent être sûres que la personne ne les suit pas. Et malheureusement pour elles, une fois dans cette ruelle, elles se rendent compte que les bruits des talons sont toujours derrière elles, donc cette personne les suit bel et bien. Et d'un seul coup, dans cette ruelle plutôt sombre, elles vont entendre la personne derrière qui va se mettre à exploser de rire. Mais pas genre le fou rire que t'as entre potes en soirée parce que t'as pissé dans les baskets d'un ami. Personne fait ça? On a tous fait ça, non? Non, elle explique que c'est plutôt un fou rire style démoniaque, vraiment comme dans les films quand t'as un mec qui est complètement possédé. Elle dit c'est un rire démoniaque qui glace le sang. Et juste après ce gros fou rire, un énorme silence. C'est donc là que les deux filles vont se mettre à sprinter de toute leur force. Et elles vont entendre à ce moment-là la personne derrière qui va faire « Hey! Hey !» Mais pas le temps pour elles de se retourner et hors de question de perdre un timing fou. Elles courent le plus vite possible, c'est hors de question de perdre la moindre seconde à se retourner, sachant que cette personne vient de les appeler clairement. Sauf que Léa a oublié un petit détail dans cette course folle, c'est qu'elle est asthmatique. Et donc elle va sûrement s'essouffler très rapidement. Mais pas le temps de penser à ça, le stress et la peur, ça la tient en forme. C'est souvent comme ça dans la vie, quand on a une faiblesse, si vous êtes face à un énorme danger, votre corps fait abstraction de la faiblesse en général. C'est-à-dire que t'as une cheville cassée, t'as un ours qui te poursuit, tu cours quand même, t'as pas mal à la cheville normalement. Et puis de toute façon, il est impossible pour elles de s'arrêter, ils savent pas quelle est cette personne qui est derrière, qui leur court après depuis tout à l'heure et qui leur hurle dessus. Donc il va falloir aller jusqu'au but, c'est-à-dire chez Léa quoi. Elle continue de courir jusqu'à une ruelle qui est un peu plus éclairée, elle se rapproche petit à petit de la maison de Léa, qui est en vérité un bâtiment. Et à ce moment-là où il y a un peu plus de lumière, elle va prendre une petite seconde pour se retourner, voir si la personne est toujours là derrière. Et oui, et effectivement la personne est encore derrière elle. Alors a juste le temps d'apercevoir que c'est un homme et que dans ses mains, il a une sorte de sac et comme une corde dans l'autre. Elles sont alors dans un état de panique profond, elle dit rien à Ambre, mais elle flippe, donc vu qu'elle flippe, Ambre flippe encore, enfin voilà, vous savez c'est l'engrenage de la flip, ça fait des backflips, pas le moment de faire des blagues. Donc elle court, le plus rapidement possible, sauf que les jambes de Léa commencent à fatiguer, elle est à bout de souffle, mais impossible pour elle de s'arrêter, là c'est clairement une question de survie. La course arrive à sa fin, elles sont devant le bâtiment, elle sort son badge, elle rentre à l'intérieur, elle referme la porte et elles s'effondrent au sol toutes les deux. Elles sont assises par terre, Léa est tétanisée, elles sont toutes les deux en état de choc, elle commence à faire une crise d'angoisse, elle peine à respirer à cause de son asthme. Bref, c'est le moment où en fait tu relâches toutes les douleurs, c'est à ce moment-là où tu sais que t'es en sécurité, que tout retombe. L'inconnu débarque, il colle sa tête contre la porte, savoir qu'il y a une partie qui est vitrée, et il va commencer à leur parler à travers la vitre. C'est inaudible, et de toute façon, même si c'était audible, elles n'ont pas envie de l'entendre, donc le cerveau ne l'entend pas. Mais elle va faire une petite description de cette personne. Il est barbu, il a les yeux noirs, le blanc des yeux très rouge, il portait un costume complètement déchiré avec des trous partout, et vu le bruit de ses pas quand il les suivait, il portait sûrement une paire de mocassins. Elle dit qu'il était grand, pâle, et il continuait de parler à travers la vitre. Je vous rappelle qu'il fait nuit, elle le voit pas très bien non plus, mais voilà la description qu'elle a de
de cette personne. Elles vont alors remonter en ignorant cette espèce d'énergumène et elles vont vite aller voir la mère de Léa, lui expliquer ce qui vient de se passer. La mère de Léa va appeler la mère de Ambre pour pas qu'elle s'inquiète. Elle lui dit écoute, j'arrive en voiture, je vais venir te récupérer. Tout le monde se pose après cette frayeur incroyable. Ils vont ensuite appeler la police et malheureusement dans ces cas-là, la police avec une description aussi basique ne peut pas faire grand-chose mis à part essayer de le retrouver et faire des rondes un peu plus souvent, mais je veux dire il est plus là quand ils arrivent donc forcément c'est complexe quoi. Jusqu'au jour où nous sommes le 23 décembre, la police vient de retrouver l'homme en question. Il s'agissait bien évidemment du fameux pote du voisin. Vous savez, le pote chelou dont on a parlé au début, le camé qui arrêtait pas de toucher les gamines. La police va donc aller faire une fouille à son domicile et ce qu'ils vont trouver chez lui, c'est à vomir. En gros, sur le sol, il y a une montagne de mouchoirs usagés. Je vous fais pas de détails. Et sous ces mouchoirs usagés, ils vont trouver un journal intime, ainsi que plusieurs photos d'enfants qu'il avait imprimées lui-même, et forcément tout ce qui va bien avec, des seringues, des sachets de drogue, des litres et des litres d'alcool, bref, une maison bien entretenue. Alors dans son journal intime, il avait écrit des choses. Par exemple, il avait écrit qu'il aimait énormément voir des petites filles souffrir, ou même pleurer, et qu'il trouvait un certain plaisir sexuel à voir de la détresse dans les yeux des enfants. T'es un malade. Fils de pute. Et d'après les dernières pages qu'il avait écrites à l'intérieur, il avait prévu de réaliser son fantasme. C'est-à-dire, fini les photos, il voulait passer à l'acte. Mais à l'acte avec plusieurs petites filles, dont Léa. Et le matin même du drame, il avait noté dans son petit journal intime qu'il allait attendre Léa aujourd'hui à la sortie de l'école à 17h. Depuis toutes ces années, il était derrière les barreaux, il avait pris une peine de prison, beaucoup trop courte par rapport à ce qu'il a fait, je trouve. Enfin, je veux dire, même si il a pas eu le temps de passer à l'acte dans l'instant T, il y a quand même beaucoup de signes qui pensent à croire qu'il va le faire quand même après. Très peu de... Enfin, bref, je suis pas juge. Le problème que cite Léa, c'est que cette personne vient de sortir de prison cette année, et c'est pour ça qu'elle a pensé à écrire son histoire sur Reddit, parce que sa mère était folle de rage en sachant qu'il sortait de prison déjà maintenant. Heureusement, Léa, Ambre, sa mère, etc. n'ont jamais revu cet homme. De toute façon, entre-temps, Léa et sa mère et sa sœur, ils ont déménagé, ils habitent plus au même endroit, et elle espère ne jamais le revoir. Pouah, une histoire qui finit quand même pas trop mal, même s'il y a des séquelles derrière, heureusement, cette espèce de fou a pas réussi à aller au bout de sa pseudo-mission de fils de pute. Sachez quand même une chose, c'est que si un jour les ovnis débarquent sur la planète Terre, on fera en sorte, s'il vous plaît, de ne pas leur dire tout de suite qu'on a des débiles comme ça sur notre planète, parce qu'ils vont vite faire des amalgames, sinon ils vont croire qu'on est tous des détraqués ici. En tout cas, Léa, si tu passes par ici, et Ambre aussi d'ailleurs, si vous vous reconnaissez et que vous passez par là, bravo à vous, vous avez été très courageuse de prendre la fuite comme ça, de courir non-stop. Il y a des gens qui seraient tombés, il y a des gens qui auraient été tétanisés, ne plus pouvoir bouger, ne savent pas quoi faire, enfin bref, bien joué à vous. Sur ce les amis, on arrive à la fin de la vidéo, comme d'habitude, si ça vous a plu, un petit abonnement, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche des notifications si c'est pas encore fait. Ciao.